me présenter d'abord pour bien rentrer dans le contexte, pour vous faire comprendre comment on peut arriver à certaines hypothèses, à certaines explications. Voilà, je m'appelle Claude Escarguel, j'étais biologiste hospitalier pendant 30 ans, puis j'étais président du syndicat national des praticiens des hôpitaux généraux, et j'ai créé à cette occasion des brevets qui touchaient les germes intracellulaires. Nous avons créé une première société qui s'appelait International Mycoplasma, qui était leader dans tout ce qui était germes intracellulaires. Et c'est à cette occasion que j'ai pu collaborer avec M. Montagnier dès 1995 et travailler sur justement les coopérations bactéries-virus. Je vais vous expliquer en quelques minutes l'intérêt que ça peut représenter pour nous. Ensuite, nous avons créé une deuxième société qui s'appelle BVT, BioVetotest, dans laquelle nous avons été les premiers au monde à mettre au point le vaccin contre les leishmanioses canines. Et donc, si je vous dis ça, c'est pas du tout pour faire cocorico, c'est uniquement pour vous faire comprendre que je ne suis pas anti-vax, mais je suis, comme beaucoup d'entre vous, vaccino-prudent concernant ces nouvelles technologies, comme l'était d'ailleurs M. Montagnier. Qu'il me soit donné l'occasion, puisque ce matin je n'étais pas là, de faire un hommage à Luc Montagnier, en illustrant qu'il ne s'était pas trompé dans les trois domaines suivants. Premièrement, sur l'origine du virus. Vous savez qu'aujourd'hui, la CIA et le rapport du Sénat américain ont fortement démontré que le virus n'était pas d'origine animale, c'était pas un pangolin qui se promenait par là, mais c'était certainement une manipulation de laboratoire, une chimère issue d'un coronavirus et avec des modifications pour obtenir des gains de fonction. Le deuxième côté de M. Montagnier, c'est la lettre que vous avez lue ce matin, qui il m'avait demandé de la remettre au président de la République, ce qu'on a fait, et c'était effectivement... Il était vaccinoprulant et il expliquait pourquoi il valait mieux ne pas faire cette vaccination à tout le monde, comme dit Eric tout à l'heure, autant le faire à des formes, des cas à grand risque, mais c'était une absurdité de le faire à des gens de plus de 65 ans qui n'avaient pas de comorbidité, et encore. La troisième vision de M. Montagnier, c'est de dire, depuis 1992, il avait dit, et sa découverte sur les relations entre le virus HIV et les mycoplasmes, il avait dit il faut se méfier des coopérations de bactéries-virus qui peuvent expliquer beaucoup de choses. Alors si je fais ce rappel, c'est pour vous, je vais repartir de la prévention des Covid longs pour mieux vous faire comprendre comment on a pu les éviter. Dans le Covid, il y avait plusieurs causes de formes graves. Il y avait notamment l'âge des personnes âgées qui étaient plus de 65 ans, 80-85 ans, où il y a eu 90% des morts des personnes âgées. Ça s'explique par des phénomènes, soit l'immunosénescence qui te donne un déficit en interférons, et qui peut s'accentuer par des anticorps interférons. C'est la double peine chez des gens qui... Moi j'avais fait désir, je le connais par cœur. Je vais trop vite, non? Non, mais Claude, il faudrait que tu synthétises un peu parce qu'il faut qu'on passe vous entendez, hein? Oui. Alors on te demande de synthétiser un petit peu. Ça m'est difficile de synthétiser pour faire comprendre. La deuxième cause, c'était les coopérations bactéries-virus, qui lorsqu'un virus arrive sur quand il y a un déficit interféron, on a une forte charge virale. Et dans tous ces virus, c'est la forte charge virale qui donne la pathologie. Et lorsque le virus arrive sur une dysbiose, avec une amplification de la réplication virale, c'est comme ça que les virus coopèrent avec les bactéries. C'est la bactérie qui favorise dans ces cas-là la charge virale, et donc on a des formes graves. Lorsqu'on donne un traitement ambulatoire précoce, notamment avec azithromycine, zinc et vitamine D, il faut savoir que l'azithromycine n'est pas qu'un antibiotique, c'est une molécule qui active contre les biofilms, qui est immunostimulante sur l'interféron et qui, en plus de ça, est un zinc ionophore. C'est-à-dire que le zinc, qui est un virucide,
ne pénètre mal dans les cellules. Lorsque vous lui mettez la clé pour entrer dans la cellule, il y a quelques molécules comme ça, les macrolides, les hydroxychloroquines sont des ionophores, et vous avez donc une amplification de l'effet virucide, plus l'effet bactériostatique sur les bactéries de l'azithromycine. Donc, il y a un effet virostatique de l'antibiotique et un effet virucide du fait. Et on s'est aperçu que non seulement ça évitait les formes graves, mais ça évitait surtout les Covid longs. Donc, je m'exprime aujourd'hui à deux titres. Au titre de membre du conseil scientifique de la Fondation Montagnier et surtout au titre de l'association de malades Covid long qui s'appelle l'UPGCS. Alors, il faut savoir que le Covid long, c'est uniquement un syndrome post-infection chronique, comme il en existe beaucoup dans beaucoup d'autres infections virales. On a aussi la grippe longue, comme il existe des syndromes de fatigue chronique, l'encéphalomyélite myalgique, les fibromyalgies, et tous ces mécanismes sont des mécanismes très voisins qui arrivent à la suite d'une infection virale ou bactérienne, par exemple la Borrelia dans le Lyme chronique qui a mal été traitée. Ce sont des dysimmunités qui se créent à ces occasions-là et elles se créent dans toutes ces pathologies virales. Et on s'est aperçu aujourd'hui, j'en parlais hier avec Eric, que tous les médecins qui dans la grippe cette saison ont traité la grippe avec azithromycine, zinc et vitamine D, n'ont eu aucune hospitalisation et aucun décès. C'est pour ça que, si vous voulez, dans la prévention des Covid longs, il faut rappeler aussi cet intérêt, notamment pour les malades, mais aussi pour l'économie, où on évite les hospitalisations, on évite des consommations énormes d'antibiotiques, parce que c'est pas parce qu'on donne 3 jours d'azithromycine qu'on modifiera les résistances. Par contre, si on donne les antibiotiques en réanimation ou lors des hospitalisations, lorsque les gens font des surinfections et non pas des co-infections, quand je vous parlais des dysbioses et dues entre autres à des mycoplasmes, on a des co-infections, et à ce moment-là, il y a ces mécanismes qui se mettent en jeu qui sont assez complexes. Donc ces mécanismes, ce sont essentiellement dans les formes longues de ces syndromes post-infection chronique, ce sont souvent un résidu viral, des microcaillots résistants à la fibrinolyse, et ce sont des problèmes inflammatoires divers. Et il faut savoir que c'est pour ça que la théorie de la colonisation par des germes, j'appelle ça moi des passagers clandestins, est importante. On s'est aperçu qu'il y avait des malades de forme grave qui faisaient des Covid longs, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui ne faisaient pas de forme grave. Et en cherchant chez ces malades-là, puisque nous, dans notre association, on a plus de 400 malades dans ce cas-là, on s'est aperçu que la typologie des malades qui faisaient des Covid longs était exactement la même que la typologie des malades qui faisaient des maladies auto-immunes. 80% de femmes. Donc l'hypothèse actuelle est le fait que c'était des personnes qui pouvaient être en développement, et non pas sans signe clinique, d'une maladie auto-immune. Vous savez que les maladies auto-immunes mettent très longtemps avant de se manifester sur le plan clinique. Et donc, comme ces malades-là étaient déjà avec une signature interféron, et avec des cellules NK, des natural killers élevées, on a eu à ce moment-là une relative protection de la forme grave, mais avec l'interféron supplémentaire de la forme virale, de l'infection virale, on a à ce moment-là une surdosage d'interféron et surdosage de cellules NK qui va aboutir à toute la dysimmunité. Et c'est l'équivalent d'une interféropathie aussi, c'est-à-dire quand on a trop d'interférons, on fait des signes cognitifs, des signes auto-immuns et des signes inflammatoires. Donc si vous voulez, c'est ce problème de cible de personnes qui font des maladies auto-immunes, des syndromes post-infection chronique est très intéressant à l'avenir, et pour le traitement, et pour le diagnostic. Alors, je disais que moi, en ce moment, quand je vois des patients, je leur pose la question systématiquement s'ils ont des effets indésirables après les vaccins
et je leur décris quasiment systématiquement ce que c'est qu'un Covid long. Voilà. Et c'est à partir de ça que moi je prends en charge ou non les Covid longs. Donc les Covid longs, je vous l'ai dit dans le tutoriel tout à l'heure, on peut le redire, mais il y a des signes cliniques pour moi qui sont évidents, mais qui ont peut-être modulé en fonction de l'avis des autres d'ailleurs. Mais moi, ça se traduit par souvent un essoufflement important, souvent une fatigabilité importante, souvent par des troubles de la mémoire, par des ralentissements des idées, par des troubles cognitifs, on est souvent irritable et triste, par des douleurs musculaires, articulaires ou tendineuses, parfois par des pertes de la force motrice, des membres supérieurs ou inférieurs, des douleurs thoraciques, des maux de tête. Chez les femmes, des troubles du cycle et des troubles des règles sont vraiment assez conséquents, avec chute de cheveux. Ça, c'est les signes que moi je qualifie de principaux. Il n'y a pas forcément que ceux-là, et c'est pas parce que vous avez ceux-là que forcément vous faites un Covid long. Voilà, ça faut être prudent là-dessus. Moi, je teste toujours les anticorps anti-S et anti-N, parce que ça peut me donner une idée de ce qui peut se passer au niveau de leur action antigénique. Et après, avec la clinique, je décide avec le patient ou non de donner un protocole. Moi, le protocole que je donne, c'est que je suis parti des Covid aigus, auxquels on donnait l'ivermectine, et je rejoins mes autres frères et consoeurs, avec l'azithromycine pour les Covid aigus, la vitamine D, la vitamine C. Je donne ce protocole et je vois ce que ça donne au bout de 5, 6 ou 7 jours. À quelle dose la dose, c'est la dose de protocole thérapeutique dont on parlera après. Là, je vous donne simplement les molécules que je donne. Ce qui semble marcher le mieux pour moi, et les autres confirmeront ou infirmeront, le plus rapide d'action, c'est l'ivermectine. Ça marche. Ça, s'il n'y a pas de photo. Ça, c'est quoi les jeunes? Non, c'est pour les Covid longs. Pour les Covid longs, en particulier sur les troubles cognitifs, ce qui va surprendre d'ailleurs, c'est ce qui marche le plus rapidement, c'est sur les troubles cognitifs. L'humeur, la tristesse de l'humeur, l'irritabilité, les troubles du sommeil et la fatigabilité. Voilà, ça c'est vraiment une chose qui est récurrente pour moi. Pour la suite, je vais donner la parole aux autres parce que je n'ai pas monopolisé la parole à mon tour. Eric, tu veux dire quelque chose? Alors dans l'ordre, c'était lui. Non, je suis là pour essayer de modérer les gens. Est-ce que vous pouvez répéter, tester les anticorps? Antiprotéines SPAC et antinucléocapsides. Les anti-N et les anti-S, qui sont payantes pour une partie, et ça peut m'orienter pour donner ou non un protocole. Et je le fais aussi pour d'autres choses, en particulier pour savoir si éventuellement l'ivermectine agirait dans les Covid aigus, pourrait agir comme on le voit nous, uniquement, qu'elle soit agir ici. Et les dédimères, non. Les dédimères, moi j'en suis revenu parce qu'en fait, souvent je les ai fait et j'ai peu de modifications des dédimères, mais d'autres confrères le font. Voilà. Alors, voilà, mais moi j'en ai pas. Donc évidemment, j'ai arrêté de l'en faire en médecine de ville, j'en ai pas. Alors moi je voudrais d'abord attirer l'attention sur une première chose. Pour moi, il n'y a pas d'effet secondaire au vaccin anti-Covid. Il y a des effets primaires. C'est-à-dire que ce vaccin n'ayant jamais été testé pour empêcher d'avoir la maladie ni de la transmettre, on peut se demander à quoi il a servi, si ce n'est à rendre les gens malades. Donc pour moi, ce sont des effets désirables et désirés, et c'est une attaque contre l'humanité, dans tout ce qu'elle a de précieux, y compris la fertilité, l'intimité, et on peut peut-être se poser la question des raisons pour lesquelles certaines personnes sont maintenant devenues électrosensibles, émettent des adresses MAC et sont électromagnétiques, quoi, donc qui collent. J'ai aussi la chance de connaître les Nextdose qui ont travaillé, qui ont permis à Anne-Marie de pouvoir accéder à un microscope électronique à balayage, effectivement, et on a vu des structures qui sont assez difficiles à expliquer. Je ne suis pas dans les nanotechnologies, donc je n'irai pas plus loin là-dessus, mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions, et ça veut dire aussi comment on débarrasse les gens de ça. Alors, la deuxième chose, c'est peut-être pas chez tout le monde, hein, bon. La deuxième chose, c'est que je demande aux gens, j'explique aux gens qu'effectivement ils sont victimes d'une extorsion de consentement, victimes d'un chantage, de mensonges d'État, certes, mais que maintenant ils sont aussi responsables parce qu'on a beaucoup infantilisé la population et qu'il est très important aujourd'hui que les gens puissent reprendre leur vie en main et se souvenir qu'ils sont adultes. Et Francisca avait raison, on a tous un cerveau, donc il est temps qu'ils puissent s'en servir pour prendre soin d'eux. Il faut qu'ils prennent aussi conscience qu'il va falloir du temps
que peut-être on n'arrivera pas à tout à fait les guérir, mais qu'on va chercher un nouvel équilibre, qu'il faut faire confiance au corps, mais qu'il faut l'aider. Bien, voilà. Moi, je m'appelle Éric Ménage, je suis médecin généraliste, on dit à orientation homéophyto. Pour ceux qui m'ont entendu ce matin, je me suis déjà présenté. J'ai eu l'occasion de m'investir dans la gestion du Covid assez tôt parce que j'ai été un peu choqué quand on nous a interdit de prescrire. Alors ça, j'avoue que c'est quand même la première fois en 35 ans d'exercice qu'on m'interdisait de faire mon métier. Donc évidemment, ça m'a interpellé. Je suis rentré dans un certain nombre d'associations qui ont beaucoup œuvré pour essayer de comprendre ce qui se passait et pour essayer d'informer surtout, puisque ce dont j'ai horreur, et c'est mon leitmotiv absolu, c'est qu'on fasse peur aux gens, parce que la peur est mauvaise conseillère, et on sait combien de gens regrettent aujourd'hui d'avoir eu peur parce que ça les a incités à se vacciner contre une maladie qu'ils n'auraient jamais eue. Je rappelle quand même, alors moi je suis venu pour parler du Covid long. Alors effectivement, entre le Covid long et les effets secondaires du vaccin, parfois c'est pas clair de dissocier, mais je trouve que la question du Covid long est tout à fait passionnante. Mais le fait est que si jamais le vaccin, officiellement plutôt je devrais dire, officiellement le vaccin n'a qu'un seul intérêt, c'est d'éviter les formes graves. Ça c'est le seul intérêt reconnu, j'ai pas dit prouvé, mais reconnu. Et donc, comme il n'y a pas de forme grave chez les jeunes, on se demande pourquoi on avait vacciné les jeunes, par exemple. Hein, voilà. Bon, vous l'avez ici, je sais que je parle devant un public informé, donc moi c'est ce qui m'a choqué. Et pourquoi les jeunes se sont fait vacciner, pourquoi les parents ont vacciné leurs ados, etc. Au-delà de la liberté, évidemment, parce que pour certains c'était pour pouvoir aller en boîte ou aller au bar, c'était par peur. Donc j'ai beaucoup œuvré pour essayer que les gens n'aient pas peur de cette maladie qui, comme le dit Laurence, pouvait se soigner. On est nombreux, moi je dis toujours, j'ai eu à peu près 1500 malades, j'ai 0 décès, j'ai envoyé 3 personnes à l'hôpital pour avoir de l'oxygène à haut débit, voilà. Donc, et 0 en réanimation bien sûr. Donc ça pouvait, on n'avait pas besoin d'avoir peur. Et c'est comme ça qu'on a créé le Conseil scientifique indépendant, ceux qui le connaissent, voilà, avec Louis Fouché, Vincent Savant qui est là, Hélène qui a parlé ce matin. Et voilà, et Olivier Soulier, Jean-Dominique Michel, et d'autres, j'en oublie forcément. Et voilà, et Christian Perron, bien sûr, aussi, qui était là au départ avec nous dans les premières réunions. Voilà, je me suis présenté. Et je travaille depuis assez longtemps avec le jeune homme qui est à l'écran là, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble avec le professeur Montagnier, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec lui pendant plus de 15 ans. Ce qui m'a appris beaucoup de choses. Okay. Philippe Brie, donc moi je suis pédiatre, je devrais dire j'étais pédiatre, parce que je me suis, un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite des vaccins très tôt, et donc j'ai commencé à faire des recherches à une trentaine d'années, ce qui m'a amené rapidement beaucoup d'ennemis, et donc après 20 ans de combat contre le Conseil de l'Ordre, j'ai été radié il y a 10 ans, et dernièrement, après 8 ans de procédure, de jugement, ma condamnation a été renforcée alors que je démontrais la preuve de mon innocence. Je suis accusé de ne pas avoir vacciné un de mes jeunes patients qui a fait un tétanos, un vrai tétanos. J'ai fait moi-même le diagnostic, donc ça c'est pas contesté. Mais par contre, ce que je conteste, c'est l'accusation de ne pas l'avoir vacciné. Et j'ai découvert 8 ans après, dans le dossier judiciaire et dans le compte-rendu de Réa, que ce jeune patient, on lui avait fait une sérologie à l'entrée de l'hôpital, un dosage des anticorps antitétaniques, que cette sérologie était positive, non seulement positive, mais à 67 fois au-dessus du seuil protecteur. Autrement dit, ce simple chiffre m'innocente totalement. Et donc la suite est une succession d'expertises faussées. Par exemple, dans l'expertise de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, il y a 21 erreurs, interversion des faits, interversion du temps, exagération, des erreurs d'unité, excusez du peu, d'un facteur 10 000, c'est confondre un petit poids avec la planète Mars. Donc, en clair, mon dossier a été instruit à charge et pas à décharge. Le but, l'enfant est hospitalisé le 28 juin. Dès le 30 juin, il y a une enquête contre moi avant tout résultat. Donc, d'emblée, il s'agit d'avoir ma tête. Et donc elle a été obtenue sans difficulté avec la complicité des experts.
comme je dis, je m'appelle Francisca, je suis allemande, j'ai grandi en Italie, bien que j'ai passé de nombreuses années à l'étranger. Et je veux dire que je peux pointilliser que je ne suis pas médecin ni avocat, je suis simplement une activiste. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un projet qui s'appelle le projet Zero Spike. Parce que j'appartiens à une association civique qui s'appelle FRI, Federazione Rinascimento Italia, la Fédération Renaissance Italia, qui a été fondée en 2020 par Fabio Zoffi et d'autres collègues italiens. Alors, ce qu'on a fait au début avec cette association, c'était de réunir des médecins, des chercheurs, des avocats, de manière similaire à ce qui s'est passé dans d'autres pays, parce qu'on n'était pas convaincus par le récit officiel. Et nous voulons simplement comprendre ce qui se passait. Nous avons eu la prévoyance de demander à une équipe de scientifiques et de chercheurs médicaux d'enquêter sur des questions fondamentales. Donc, est-ce que le virus il existe? Comment affecte-t-il? Quelles sont les conséquences? Existe-t-il un remède? Et qu'est-ce que c'est cette nouvelle technologie ARN messager? Les résultats majeurs de cette recherche, vous pouvez la trouver sur le site zerospike.org. Zéro en lettres, Z-E-R-O, zerospikes.org. Et je vous donne aussi un conseil. Ne prenez pas ma parole, mes mots, pour argent comptant. Et ne soyez pas aveuglément à qui qu'elle soit. Lisez, étudiez, faites vos propres recherches et utilisez votre esprit critique, tout comme je continue à le faire. Nous aurons tous un cerveau et nous devrons en faire bon usage. Alors, nous avons publié tous nos résultats en les traduisant en anglais. Les résultats, ce sont plus de 2000 pages de publications scientifiques et médicales dirigées par une chercheuse remarquable. Elle s'appelle Dr. Loretta Bolgan. Je ne sais pas si quelqu'un de vous la connaît. En Italie, elle est très très connue. Et grâce à cette collaboration, à la fin de 2020, nous avons été parmi les premiers à identifier la protéine Spike comme étant le problème clé. Aujourd'hui, vous savez, cela a été largement confirmé. Donc, la protéine Spike est une toxine hautement dangereuse. Le récit officiel nous dit que la protéine Spike est une glycoprotéine cruciale dans l'infection par le SARS-CoV-2, ces liants au récepteur AC, qui malheureusement sont présents dans tous les organes humains, y compris le cerveau. Et cela explique pourquoi les gens rencontrent des problèmes dans tout leur corps. Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons réalisé que cette nouvelle technologie de l'ARNM était conçue pour utiliser des nanoparticules afin de pénétrer avec violence dans les cellules humaines, modifier leur ADN et leur ordonner de produire cette toxine, la protéine Spike, ce qui est choquant, je trouve. L'explication officielle, c'était que, vous voyez, c'est là, c'est le produit qui est grandement permettant au système immunitaire de développer des anticorps. Mais cependant, nous savons que la protéine Spike persiste dans le corps pendant des mois, voire des années. Et certaines personnes pourraient même continuer à la produire pendant toute leur vie. Vous savez que le Pfizer, il y a un document de la FDA, avec Pfizer a officiellement déclaré que l'ARN M ne signifie pas ARN messager, mais ARN modifié. En autre terme, ils ont admis que ce soi-disant vaccin est en réalité un médicament génétique. Donc, notre équipe de chercheurs italiens a découvert que la protéine Spike produite par le corps après l'infection, donc la VAX-Spike, est une version modifiée de la protéine Spike virale, virus Spike. Et de manière cruciale, elle est encore plus nocive. Et pourquoi? Parce qu'elle contient des prolines introduites artificiellement. Bien que je ne suis pas médecin, j'ai beaucoup appris en cours de ces 4 dernières années. Et tout le monde peut faire le même. Ce que je peux dire, c'est que les prolines rendent la protéine plus stable et plus difficile à éliminer. Lorsqu'on a lu ces résultats, les résultats du projet de recherche Zero Spike, on était incrédules
parce que en fait, des milliers de personnes se faisaient injecter quelque chose qui pouvait potentiellement modifier leur ADN et transformer leur corps en usine à toxines. On va vraiment aborder le problème de la... Le problème, ok. Alors, sur la thérapeutique, vraiment sur la thérapeutique, la prise en charge. Alors, vous connaissez tous la N-acétylcystéine, la NAC, okay, qui est un supplément bien connu, largement utilisé, et que vous savez a la capacité de dénaturer la protéine spike. Nous avons publié un article de 11 pages expliquant la théorie derrière la capacité de la NAC à neutraliser la protéine spike. On a fait des expériments en laboratoire avec la spectrométrie des masses pour tester l'efficacité de la NAC. Je ne vais pas mélanger, simplement, le problème c'était quoi? C'était que la NAC ne dépliait que 12-15% de la protéine spike. Okay? Donc elle n'arrivait pas, c'était insuffisant pour la désactiver complètement. Et donc la protéine se repliait simplement et continuerait à causer ces dégâts. Alors, en fait, on a réussi, avec une équipe d'inventeurs italiens, avec une technologie utilisant l'énergie plasma pour modifier les structures moléculaires à un niveau subatomique. On a apporté, si on peut dire avec de mots très simples, de l'ordre. C'est-à-dire, imaginez la différence entre une lumière diffuse de torches et un fuseau laser. La différence réside dans le degré d'ordre parmi les photons. Plus l'ordre est élevé et plus l'effet est puissant. Et ces principes s'appliquent également aux molécules. La technologie nous a permis d'améliorer la structure moléculaire de la NAC. Et comme ça, on a testé la NAC augmentée. Et avec la NAC augmentée, on avait un taux de dénaturation de la protéine spike de 99%. Et nous allons garder la NAC pure, okay? Les capsules ne contiennent que de N-acétylcystéine sans additifs. Tous les résultats comparatifs sont publiés sur notre site web qui s'appelle augmentednac.com. Ok, et alors je vous dis comme ça. Alors pour mesurer cette protéine spike, pour mesurer la dénaturation de la protéine spike, on a créé un test des urines pour pouvoir mesurer combien de fragmentation de protéines spike on trouvait dans l'urine pour être sûr que tout ce que je dis là, ça marche.